présente rapidement donc Christian Buchel, journaliste universitaire, et j'ai le privilège, comme l'an passé, et l'honneur d'animer l'ensemble de cette journée et des 4 tables rondes. Sans plus tarder, donc, je passe tout de suite la parole à M. Jean-Louis Bal, qui est président du CERF. Madame la ministre, mesdames et messieurs, au nom des professionnels réunis au sein du syndicat des énergies renouvelables et particulièrement de sa branche photovoltaïque, je vous adresse, Madame la ministre, de chaleureux remerciements pour votre présence et votre participation qui honore donc l'ensemble de la profession. Une profession que vous savez assez éprouvée actuellement, mais qui s'est mobilisée depuis plusieurs années, et notamment aujourd'hui, puisque nous sommes 300 à avoir répondu, donc vous êtes 300 à avoir répondu donc à l'invitation du syndicat. Je laisserai volontiers Arnaud Mine, vice-président du syndicat des énergies renouvelables et président de sa branche solaire photovoltaïque, rappeler les enjeux énergétiques, industriels et environnementaux de cette filière et rappeler ce que le syndicat recommande au gouvernement pour la relancer alors que les perspectives mondiales sont absolument radieuses malgré la crise économique profonde que nous connaissons actuellement. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer qu'Arnaud Mine a été choisi par le comité d'organisation de la prestigieuse conférence et exposition photovoltaïque européenne pour présider la 28e édition qui se tiendra à Paris du 30 septembre au 3 octobre. Ce choix de la communauté internationale est une reconnaissance de l'expertise d'Arnaud et de sa compétence qui rejaillit, donc cette reconnaissance, sur l'ensemble du syndicat et sur toute la filière photovoltaïque française. En ce qui me concerne, je voudrais faire quelques commentaires au sujet de l'actuel débat sur la transition énergétique dans lequel le CERF a finalement trouvé sa place, étant à la demande du MEDEF rapporteur du groupe de travail sur les énergies renouvelables. Je pense d'ailleurs, Madame la Ministre, que vous n'y êtes pas pour rien et je vous en remercie. Ce débat est sorti de la période consensuelle des constats et est entré dans le vif du sujet. Les rapports se tendent entre les différentes parties sur la place du nucléaire dans la consommation énergétique future, sur l'ampleur des réductions de consommation, sur la nécessité de la réduction par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre, ou sur le coût et le mode de financement de la transition. Le constat heureux que je peux faire à ce stade, c'est que peu de participants au débat contestent la place des énergies renouvelables dans le mix énergétique à venir. Pourtant, certains, profitant du contexte économique difficile, plaident pour une transition énergétique où rien ne changerait. Vous vous rappelez la parole du prince de Salina, il faut que tout change pour que rien ne change. Certains appliquent cette maxime. Et donc ces gens émettent des réserves, notamment sur la maîtrise du coût des énergies renouvelables, sur la capacité des professionnels français à créer des filières industrielles, ou sur les impacts des filières énergies renouvelables sur la balance commerciale. Mais ce sont là des sujets que nous avons pris au sérieux depuis plusieurs années et sur lesquels le CERF et ses adhérents sont en mesure d'apporter des réponses à la hauteur des enjeux. La journée citoyenne que vous avez organisée ce samedi 25 mai, Madame la Ministre, nous conforte, vous me le rappeliez il y a quelques instants, nous conforte dans l'idée que les attentes du citoyen sont grandes à l'égard du développement industriel et économique que peuvent apporter les filières énergie renouvelable et sur leur impact positif sur la balance commerciale de notre pays. Nous sommes pleinement conscients de nos responsabilités à l'égard de nos concitoyens. Je souhaite donc vous transmettre 3 messages importants.
Tout d'abord, vous rappelez que le CER a toujours été et restera force de proposition avant d'être force de contestation. Nous sommes force de proposition donc sur l'ensemble des filières énergie renouvelable. L'étude publiée ce jour sur le concept de photovoltaïque autoconsommé montre le dynamisme qui est le nôtre en la matière. Et nous nous attachons à proposer aussi bien des mesures très opérationnelles, comme récemment les discussions que nous avons eues au sujet des appels d'offres. Je pense notamment aux éléments extrêmement importants que nous avons fournis en matière de bilan carbone des cellules, des modules photovoltaïques. Donc des propositions dans une logique de court terme, mais également notre capacité à nous projeter plus loin, comme avec cette étude stratégique sur l'autoconsommation. D'autres travaux opérationnels ou prospectifs sont en cours d'élaboration et nous avons bien entendu en tête l'échéance du projet de loi de programmation énergétique qui suivra le débat sur la transition énergétique. En second lieu, je souhaiterais vous dire que, quelles que soient les filières énergie renouvelable, nous restons attachés aux outils utiles à un développement industriel. Il s'agit en particulier du soutien à la recherche et développement et à l'innovation, dont les résultats se concrétisent en initiatives industrielles avec parfois plusieurs années de décalage, mais la patience est souvent récompensée. Cette journée devrait être à cet égard révélatrice, je n'en dirai pas plus. Sachez que le CER sera toujours un promoteur acharné et vigilant de la construction de véritables filières industrielles. Il n'y a aucune fatalité dans une quelconque suprématie étrangère, quelle que soit la filière, et sur tous les éléments de la chaîne de valeur. Je rappelle au passage que pour le photovoltaïque, cette chaîne de valeur ne se limite pas à la cellule ou au module. Enfin, le troisième message, je voudrais vous dire que nous restons extrêmement optimistes quant au devenir des énergies renouvelables. La compétitivité des coûts de production, et nous en avons eu une démonstration éclatante ces 3 dernières années avec le photovoltaïque. Donc la compétitivité se rapproche. Nos concitoyens sont attachés à ces formes d'énergie. Nos industriels investissent. Les marchés mondiaux se développent. Aussi, nous pensons que notre pays doit prendre plus que jamais très au sérieux le sujet du développement de ces filières, avec en tête que les vérités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui et encore moins celles de demain, n'en déplaise à certains experts entre guillemets, qui rabâchent avec la régularité du métronome et ignorance, mauvaise foi coupable de vieux poncifs sur l'énergie solaire. Nous en avons eu un exemple avec une tribune dans les Échos il y a quelques jours. Armée d'intelligence et de volonté, la France peut tout à fait devenir un grand pays des énergies renouvelables en s'appuyant sur l'expérience de nos voisins dans ce qu'elle a de bon ou de moins bon. Je crois personnellement très fort à l'intérêt de votre initiative de créer un club des pays favorables aux énergies renouvelables et le CER participera avec enthousiasme à cette initiative. Aussi, Madame la Ministre, nous comptons sur vous et sur le gouvernement pour accompagner cette mutation dans la durée et avec des modalités de soutien lisibles et connues à l'avance. Je vous remercie de votre attention. Intervenir maintenant M. Arnaud Mine, donc président de Solaire, président de Groupe Solar, avec toutes nos chaleureuses félicitations renouvelées pour la nomination dont nous a fait part le président. Merci Jean-Louis pour tes compliments, ça me rend la tâche un tout petit peu difficile, mais enfin, c'est agréable. Alors merci Madame la Ministre, merci de votre présence, merci de vous porter au chevet très régulièrement de la filière photovoltaïque depuis 1 an maintenant, filière bousculée, chahutée depuis plusieurs années par des changements de réglementation, des changements de politique, filière qui a créé, comme vous le savez, entre 2006 et 2010, environ 25 000 emplois et qui en a perdu depuis plus de 10 000 en tout cas, donc ce qui signifie des défaillances d'entreprises et autant de drames humains, et vous êtes bien au courant de toutes ces affaires-là.
Alors depuis votre arrivée, vous avez pris des mesures d'urgence. Et encore une fois, nous vous en remercions parce qu'elles étaient essentielles à la survie des entreprises et à la continuation de l'activité de ces dernières, avec la désignation des projets lauréats de ce qu'il est convenu maintenant d'appeler l'appel d'offres Creux 1, on met des numéros en espérant qu'il y ait beaucoup d'autres numéros qui suivent, avec la diffusion des résultats des appels d'offres simplifiés et aussi avec la mise en place d'une politique tarifaire qui s'est démarquée par rapport à ce que nous avions connu les années précédentes, c'est-à-dire tout d'un coup, après des trimestres et des trimestres de baisse accélérée des tarifs, il a été reconnu qu'il convenait d'augmenter ces tarifs, et puis surtout, mesure qui nous était particulièrement chère, la mise en place de tarifs préférentiels pour un contenu industriel européen des produits photovoltaïques, en tout cas des modules. Voilà, donc un certain nombre de mesures d'urgence dans lesquelles nous attendons toujours des résultats d'appel d'offres simplifiés de décembre, mais je crois que la chose est en cours. Alors ces mesures d'urgence étaient prises de façon provisoire et en anticipation de ce qui pourrait être conclu à la suite du débat sur la transition énergétique, débat dont Jean-Louis a rappelé l'importance pour nous. Et c'est vrai que pour les professionnels, ici nous sommes en famille aujourd'hui, les professionnels de l'industrie photovoltaïque, le photovoltaïque c'est une technologie parfaite. On produit sans impact sur l'environnement, on produit de l'électricité avec le rayonnement solaire. Pour qui est la première fois à visiter une installation photovoltaïque, il y a quelque chose de quasi magique à avoir cette production d'électricité sans que rien ne se passe apparemment, sans pièces en mouvement, sans bruit et sans impact sur l'environnement. C'est une technologie qui est plébiscitée par nos concitoyens, même après les turbulences que nous avons traversées. Tous les sondages que nous avons diligentés de façon récurrente montrent à l'envi qu'une très grande majorité de nos concitoyens plébiscitent le développement de l'industrie photovoltaïque. Alors à la veille, enfin pas à la veille, en cours de débat sur la transition énergétique, nous voyons bien pour autant qu'un certain nombre d'idées fausses, ou en tout cas contraires au développement du photovoltaïque, continuent à se diffuser, et Jean-Louis les a cités. Le photovoltaïque est chargé d'un certain nombre de mots, charge pour la CSPE, déséquilibre de la balance commerciale. Nous avons voulu apporter notre contribution au débat et nous avons voulu apporter contradiction à ces idées que nous pensons être des idées fausses. Et cet apport se concrétise en 3 phases. La première, c'est la divulgation aujourd'hui du résultat d'une étude qui s'est voulue analytique et participative. Beaucoup de nos membres ont participé à cette étude-là, et la démonstration porte sur ces quelques points, à savoir notamment le fait que le photovoltaïque, ça y est, arrive à ce qu'il est convenu d'appeler la parité réseau, ou en tout cas n'est pas loin de la parité réseau, et que maintenant une autre politique peut être mise en place avec une grosse participation de ce qu'on appelle l'autoconsommation, et en tout cas avec quelque chose qui n'est plus budgétivore. C'est-à-dire que, nous en parlions tout à l'heure dans les couloirs, la CSPE est impactée par le développement du photovoltaïque, mais elle est impactée par ce qui s'est passé les années précédentes, par cette phase de démarrage, de décollage qu'il fallait bien mettre en place. Mais maintenant, le développement du photovoltaïque, et nous en apportons la démonstration, peut se faire avec un impact réduit, mesuré et en tout cas décroissant sur la CSPE. En ce qui concerne la balance commerciale, le module photovoltaïque est une partie essentielle du système. C'est une grande partie du savoir-faire. Pour autant, il y a bien d'autres composants. Et nous avons voulu aussi démontrer qu'en termes de valeur ajoutée, le développement des systèmes photovoltaïques génère de la valeur nationale et européenne, et se traduit par le développement d'une industrie. Alors, je fais juste un aparté en ce qui concerne, vous savez, les mesures anti-dumping proposées par la Commission européenne. Notre propos n'est pas de nous immiscer dans un acte de droit qui est de déterminer si oui ou non il y a dumping. S'il y a dumping, il y a lieu de prendre des mesures anti-dumping. Pour autant, nous sommes assez attentifs au réglage de curseur lié à la mise en place de ces taxes anti-dumping. Il convient de faire en sorte que ces taxes éventuelles rétablissent la compétitivité des entreprises européennes et leur permettent de faire valoir leurs atouts de façon équilibrée et dans le cadre d'une concurrence saine et loyale. Il ne faudrait pas que des taxes par trop importantes amènent finalement à un scénario qui serait de pénaliser le développement du photovoltaïque et de ralentir l'atteinte de la parité au réseau. Donc, le problème, c'est un réglage de curseur sur le montant de ces taxes. Voilà, donc le premier point
que nous apportons au débat, c'est la publication de cette étude, avec la remise en cause du mécanisme de la CSPE qui est conçu pour des énergies, pour des technologies de production d'électricité centralisée, qui ne convient pas tout à fait au photovoltaïque, qui est en fait une technologie de production d'électricité décentralisée, donc qui n'a pas, la CSPE dans ce cas-là n'a pas lieu de supporter le poids d'une distribution du courant qui n'existe pas. Et puis par ailleurs, nos conclusions portent aussi sur la façon de promouvoir nos technologies et l'activité de nos entreprises à l'export. Le deuxième point que nous apportons, c'est l'organisation de cette journée de travail. Et nous avons souhaité que cette journée soit organisée avec des grands chapitres. Le premier grand chapitre, c'est l'atteinte de la compétitivité, en quoi nos réflexions sur les mécanismes de soutien et sur le système électrique dans sa globalité, cette réflexion peut être impactée par cette nouvelle compétitivité du photovoltaïque. Le deuxième point, la deuxième table ronde porte sur des contextes très spécifiques qui sont le bâtiment, d'une part. La réglementation sur le bâtiment permet de développer le photovoltaïque de façon non budgétivore, et c'est maintenant que ça peut se passer. Et puis par ailleurs, sur les territoires, parce qu'au-delà du bâtiment lui-même, ou de l'îlot industriel, ou du centre commercial, la notion d'îlot urbain ou de collectivité locale permet de développer le photovoltaïque, encore une fois, de façon non budgétivore, avec la distribution locale. Et ça passe par un changement de la réglementation telle qu'elle existe, et par un certain nombre de mesures qui sont nécessaires pour permettre ce développement-là, qui, encore une fois, ne doit pas être une révolution du système électrique qui entraînerait éventuellement sa déstabilisation, mais qui serait des expérimentations à grande échelle, menées de façon incrémentale, de façon que ce soit, au contraire, un acte de consolidation du système électrique. Ensuite, l'après-midi sera structuré autour de deux autres tables rondes, une sur les enjeux industriels, car au-delà des cellules et des modules, comme le disait Jean-Louis, il y a bien d'autres industries, et c'est l'affaire de grands groupes, mais c'est aussi et surtout l'affaire de PME, qui se sont développées sur toutes les étapes de la chaîne de la valeur, que ce soit la fabrication de structures, d'électronique, d'onduleurs, de convertisseurs. Nous avons dans ce pays des pépites, en termes de savoir-faire, des pépites industrielles, qui ont vendu, vous le savez, par exemple, des machines-outils au Kazakhstan pour développer une filière photovoltaïque complète utilisant le quartz kazakh. Donc nous avons de véritables pépites et il convient de les identifier et d'en faire la promotion. Et la dernière table ronde portera sur l'international et sur l'export, car nous avons aussi des propositions, et comme vous le savez, nous avons créé France Solar Industrie, qui est la structure qui est en charge qui a l'ambition en tout cas, d'organiser l'offre française, parce que ce sont souvent des offres qu'il convient d'organiser de façon à avoir finalement une offre globale, et ensuite de porter ces offres à connaissance des marchés et des clients, sachant que les marchés à l'échelle internationale sont nombreux et que ce photovoltaïque se développe à grande vitesse. Et j'en conclurai par le troisième point qui nous reste à fournir, un travail qui nous reste à faire, à savoir des propositions très concrètes. Autoconsommation, oui, mais comment, quelles mesures, comment organiser un tarif, réformer le tarif, développer une réglementation permettant l'autoconsommation ou la distribution sur le terme impropre de la boucle locale, mais aussi comment mieux financer les énergies renouvelables. Vous le savez, nous en avons parlé à Lyon, les énergies renouvelables, c'est une activité excessivement capitalistique. Si on ne sait pas les financer, on ne peut pas les développer. Donc il convient de savoir les financer, et à ce titre, nos amis et voisins allemands nous montrent aussi la voie avec le refinancement des banques par la KfW et des mécanismes qu'il serait peut-être utile de mettre en place avec le nouvel outil qui est la BPI. Et enfin, des propositions concrètes pour organiser notre offre à l'export et pour la porter vers les pays cibles qui peuvent intéresser notre industrie. Voilà, Madame la Ministre, il me reste à vous remercier encore une fois de votre présence et vous remercier de votre action pour le bénéfice de notre filière. Merci. Madame la Ministre Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord saluer Jean-Louis Bal, également Arnaud, en lui adressant à mon tour mes félicitations. Monsieur le secrétaire d'État, je voulais saluer aussi le président de la Creux, et puis vous toutes et tous, salariés ou chefs d'entreprise de ce secteur photovoltaïque. La première chose que je voulais vous dire, c'est
saluer votre travail et vous dire ma confiance et ma fierté de la filière française photovoltaïque, parce que je crois qu'un des premiers enjeux, vous l'aviez d'ailleurs souligné dans plusieurs échanges, c'est d'abord de donner une image positive de l'énergie solaire dans un moment où la crise actuelle peut jeter un certain nombre d'ombres au tableau. Et nous avons avec l'énergie solaire d'abord un formidable potentiel. Il y a un avenir pour la filière photovoltaïque en France. La France a la capacité de développer la compétitivité de cette filière. Elle a des savoir-faire, elle a des technologies de pointe. Nous sommes engagés dans la course au rendement, dans la course à la compétitivité. C'est une énergie dont les prix ont baissé de 75% en 5 ans, donc c'est quand même très impressionnant. Et je pense que c'est d'abord le premier message à faire passer, ce potentiel très important et la valeur, la compétitivité de tous les savoir-faire dont nous disposons. Je dis cela parce qu'un des messages très importants de la journée citoyenne que nous avons organisée samedi et qui est un véritable événement, même si l'actualité politique du week-end a été concentrée sur d'autres enjeux. C'est la première fois en France, samedi, que plus de 1000 citoyens ont été réunis simultanément dans 11 régions métropolitaines et 3 départements d'outre-mer, avec le même protocole, selon la même méthode, sur les mêmes questions, avec le même questionnaire. Et ils ont dit un certain nombre de choses dans ce processus qui s'apparente d'ailleurs plus à celui d'une conférence de consensus qu'à des formules classiques de démocratie participative. Et c'est absolument pas un sondage d'opinion ce qu'on a fait, mais c'est une sorte de grande enquête qualitative d'une ampleur inégalée jusqu'ici. Et ils ont dit d'abord à 67% de ceux qui ont participé à ce processus que la transition énergétique est une chance. À 75% qu'ils pensent que la transition énergétique va avoir des effets positifs pour la France. Ils ont dit en termes de levier d'action pour réussir, à 67%, ils comptent sur l'innovation et le déploiement de nouvelles technologies. Et sur les grandes décisions qui sont attendues du débat national sur la transition énergétique, la première grande décision qui est attendue, en dehors évidemment de tous les enjeux d'efficacité énergétique et de réduction de la consommation d'énergie, c'est d'orienter l'investissement vers les énergies renouvelables et de soutenir massivement le déploiement, le développement des énergies renouvelables, la recherche-développement dans le domaine des énergies renouvelables. Et ce qui est très frappant, parce que ce qui est ressorti de cette journée d'abord est très net, très clair, très fort, dans la puissance du message qui a été adressé par des citoyens. Je rappelle que les panels étaient composés de façon tout ce qui est plus représentative de toute la diversité de la société française. C'est qu'il n'y a pas d'opposition entre les enjeux écologiques et les enjeux économiques. Au contraire, il y a une convergence dans la vision citoyenne de la transition énergétique. Il y a une convergence totale des enjeux environnementaux et des enjeux de réussite économique et de sortie de crise. C'est ça la vigueur du message qui est ressorti de la journée de samedi et qui me conforte dans l'idée, puisqu'on entre maintenant effectivement, comme le disait Jean-Louis Bal, dans la phase conclusive de ce débat national, qu'il faut rechercher maintenant un compromis social autour de ce que doit être un New Deal écologique, c'est-à-dire une alliance, une convergence autour d'une politique de relance par la transition énergétique. Et je pense que la filière photovoltaïque, dans les difficultés qu'elle traverse aujourd'hui, elle illustre le besoin d'une loi de programmation pour la transition énergétique, c'est-à-dire d'un cadre pérenne, stable, qui donne une visibilité de moyen et de long terme sur les dispositifs de soutien et sur la trajectoire que nous voulons atteindre. Le diagnostic concernant les difficultés actuelles est bien connu. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de rappeler les conséquences des aléas réglementaires et tarifaires,
Conséquence aussi peut-être d'avoir mis en place des dispositifs de soutien au développement du photovoltaïque, d'ailleurs comme d'autres énergies renouvelables, ce n'est pas la seule, sans penser dès l'origine la question du développement d'une filière industrielle compétitive. Et moi je me félicite de la réaction de la Commission européenne par rapport à un certain nombre de pratiques de concurrence déloyale. Même si cette réaction est tardive, je pense qu'elle est bienvenue. Et c'est maintenant à la Commission européenne d'arrêter sa position concernant des droits provisoires. Ce contexte difficile, c'est ce qui a amené le gouvernement, vous le rappeliez à l'instant, à prendre un certain nombre de mesures d'urgence sans attendre les conclusions du débat national sur la transition énergétique, avec effectivement 1000 MW de projets lancés au cours de l'année 2013, l'appel d'offres sur les grandes installations, où d'ailleurs suite à un certain nombre de discussions que nous avons eues, le cahier des charges va être amélioré, l'appel d'offres sur les moyennes installations avec un cahier des charges rénové, mais effectivement la publication prochaine de la 5e période qui est en cours d'analyse, je crois, à la Commission de régulation de l'énergie. La mise en place du dispositif de bonification, 500 dossiers sont en cours. Je remercie d'ailleurs EDF d'avoir mis en place un kit d'information sur ce dispositif de bonification, parce que je pense que c'est important de bien diffuser toute l'information sur ces possibilités nouvelles. Et nous allons travailler ensemble, c'est ce que je souhaite, au cahier des charges du prochain appel d'offres, puisque je vous confirme qu'il y aura un prochain appel d'offres pour les grandes installations que j'espère nous pourrons lancer cet automne. Les besoins que vous exprimez souvent par rapport à ce qui résultera du cadre issu de la loi de programmation pour la transition énergétique, c'est un besoin de stabilité des règles, un besoin de visibilité de moyens et de long terme, et un besoin de soutien aussi à l'innovation et aux projets des entreprises. Par rapport à l'objectif de long terme, parce que je crois qu'il faut ouvrir la perspective à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne, vous savez que nous militons désormais pour la mise en place d'un objectif 2030 contraignant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40%, mais aussi, c'est la notion de triple objectif, un objectif contraignant en matière d'énergie renouvelable, parce qu'il faut dire quelle est l'étape après l'étape de 2020, et en matière d'efficacité énergétique, ce qui est nouveau, puisque jusqu'ici, il n'y avait pas d'objectif contraignant en matière d'efficacité énergétique. On en discutait tout à l'heure avec Jean-Louis Bal sur le pourquoi. Certainement parce que lorsqu'avait été négocié le paquet énergie-climat, il n'y avait pas la conscience aussi aiguë qu'aujourd'hui que la carte à jouer de l'Europe dans le panorama mondial de l'énergie, c'est celui de l'efficacité, et qu'il y a désormais un découplage possible entre l'évolution de notre consommation d'énergie et notre croissance économique, et que c'est au contraire en investissant dans l'efficacité énergétique et en réduisant notre consommation que nous allons favoriser le développement d'un certain nombre d'activités économiques et le développement de création d'emplois. Donc nous sommes engagés sur cette trajectoire, en cohérence d'ailleurs avec les engagements qu'a pris le président de la République sur l'évolution de notre mix énergétique à l'horizon 2025, sur ce que doit être la création d'une Europe des énergies renouvelables. Et j'ai souhaité pour cela effectivement nouer une alliance entre le numéro 1 des énergies renouvelables en Europe, l'Allemagne, et la France qui est le numéro 2. Le travail avance bien avec Peter Altmaier. Nous réunirons d'ailleurs à Paris le 2 juillet prochain l'Office franco-allemand des énergies renouvelables, et j'espère que beaucoup de chefs d'entreprise et beaucoup d'entreprises françaises et beaucoup d'entreprises allemandes y participeront. Et je serai effectivement ce samedi, le 1er juin, à Berlin, pour le lancement, toujours avec Peter Altmaier, du club mondial des pays qui sont en faveur des énergies renouvelables, qui est un club qui n'a pas vocation à se substituer à IRENA, parce que je sais que parfois la question est posée, mais à engager un certain nombre d'actions positives en faveur des énergies renouvelables et de la démonstration de leur potentiel. Et je souhaite que ce travail que nous engageons avec l'Allemagne, qui est une nécessité par rapport à la perspective
qu'a ouvert le président de la République François Hollande d'aller vers la création d'une communauté européenne de l'énergie. On sait que la relation franco-allemande pour avancer dans cette perspective est absolument fondamentale, même s'il y a des différences entre la France et l'Allemagne, et même s'il y a un certain nombre de leçons à retenir aussi des difficultés que l'Allemagne rencontre dans sa politique de transition énergétique. Je souhaite que l'on aille vers des projets concrets, des alliances concrètes entre les entreprises, notamment en matière de recherche et développement. Par rapport à ce que nous devons faire nous-mêmes en France, à l'issue du débat national sur la transition énergétique, moi j'attends des travaux qui vont être, j'allais dire, les plus concrets, les plus précis dans la phase qui s'ouvre maintenant, un certain nombre de choses précises. D'abord, il va falloir revoir la place du solaire et du photovoltaïque dans la PPI. Je sais que c'est quelque chose que vous avez exprimé, il faudra le faire de façon soutenable financièrement, mais c'est évident qu'il va falloir revoir les objectifs. Ensuite, j'ai déjà eu l'occasion de le dire la semaine dernière à Lyon, il faut un choc de simplification pour le développement des énergies renouvelables en France. Ce n'est pas vrai seulement d'ailleurs pour le photovoltaïque et le solaire, c'est vrai pour tout un ensemble de dispositifs et ça pourra d'ailleurs être examiné en lien avec les états généraux de la modernisation du droit de l'environnement que je réunis le 25 juin prochain. Ensuite, je souhaite que l'on revoie les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables pour intégrer certainement plus de dégressivité, en tout cas pour examiner la façon dont l'évolution de ces mécanismes de soutien qui sont portés par la CSPE et qui représentent déjà une charge importante pour les consommateurs peuvent évoluer pour amener plus vite à maturité un certain nombre de technologies. Et puis nous devons investir massivement sur la recherche-développement, sur le développement technologique. De ce point de vue d'ailleurs je me félicite de l'accord qui est intervenu entre EDF Énergie Nouvelle et Saint-Gobain sur la technologie de couche mince CIGS. Nous devons soutenir massivement la recherche-développement avec les programmes d'investissement d'avenir, donc avec les fonds publics, c'est vrai, mais aussi, ça a été évoqué par tous les deux dans vos interventions, par la mobilisation de fonds qui ne sont pas seulement des fonds publics, ce qui pose la question des mécanismes de financement de la transition énergétique, que ce soit en termes de soutien aux entreprises au travers de la Banque publique d'investissement. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de choses qui sont faites par la KfW en Allemagne dont nous devons nous inspirer. Et puis il y a cette grande évolution qui est à l'ordre du jour de la journée d'aujourd'hui et dont je voudrais dire un mot, qui est la question de l'autoconsommation. Je me réjouis d'ailleurs que le président de la commission de régulation de l'énergie puisse participer à ces réflexions aujourd'hui et nous éclairer. Moi je suis favorable à cette évolution, à cette révolution même de l'autoconsommation. Je pense que l'autoconsommation, ce n'est pas l'autarcie, donc ça ne doit pas être la remise en cause du réseau national intégré dont nous avons absolument besoin, de même que la péréquation tarifaire et le coût unique de l'électricité. C'est frappant dans ce que les citoyens ont dit samedi aussi dans la journée citoyenne, et c'est ce qui remonte aussi beaucoup de tous les débats territoriaux qui ont lieu actuellement dans beaucoup de régions, la demande d'autonomie. Cette demande d'autonomie, elle est vraie d'abord à l'échelle de la France, c'est-à-dire que la transition énergétique s'est vue aussi comme une opportunité de réduire notre dépendance aux importations et de réduire le déficit de la balance commerciale liée aux importations d'hydrocarbures. Mais il y a une demande d'autonomie aussi dans le sens, non pas autarcique, mais dans le sens être acteur, participer, avoir soi-même un moyen d'agir, avec d'ailleurs une interpellation à l'égard de l'État, à l'égard des entreprises, à l'égard de toutes les collectivités territoriales, qui est une demande d'incitation positive. Plutôt que de mesures réglementaires ou de mesures de taxation, c'est une sorte d'interpellation pour dire donnez-nous les moyens, accompagnez-nous, offrez-nous des opportunités d'avoir nous-mêmes la capacité d'agir dans le cadre de cette transition énergétique. Donc moi je souhaite que s'engage maintenant, sur la base d'ailleurs des réflexions
que vous mettez sur la table une discussion de fond sur cette question de l'autoconsommation, qui est une problématique d'ailleurs qui est valable pour le photovoltaïque et le solaire, mais pas seulement, qui peut concerner aussi d'autres énergies renouvelables. Il faut prendre évidemment en compte la problématique majeure des réseaux, mais je crois qu'on voit que le principe commence à susciter une adhésion bienveillante, et il faut maintenant avoir la capacité de passer du principe à la technique. Je sais que dès la semaine prochaine auront lieu un certain nombre de réunions entre le syndicat des énergies renouvelables et la DGEC. J'ai demandé à la DGEC de lancer l'expertise des réflexions que vous avez conduites sur ces sujets. Ce sera très important aussi que la commission de régulation de l'énergie nous donne son point de vue et participe à ces réflexions. Tout ne sera pas possible. Donc par rapport à l'ensemble des mécanismes de financement et de soutien public, que ce soit au travers du budget de l'État, que ce soit par les consommateurs en faveur du développement des énergies renouvelables, il faudra certainement faire des choix parce que nous voulons mettre en place des soutiens en faveur des énergies renouvelables qui soient en même temps soutenables dans une situation économique qui n'est pas facile pour la France. Mais c'est à mon avis des évolutions qui sont absolument nécessaire et sur lequel un intense travail précis et concret doit maintenant se mettre en place pour rechercher les bonnes solutions. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour continuer d'être très attentive à l'ensemble des propositions et les faire aboutir. Merci. Merci Madame la Ministre. Donc, nous allons maintenant entamer les 4 tables rondes, ça a été dit, 4 tables rondes qui suivent, je dirais, un cursus tout à fait progressif en vue de permettre au CERF de continuer toujours à être force de proposition, ça a été dit, donc c'est vraiment une journée de travail, avec d'abord une première table ronde vers la parité réseau, nous intéresser donc au prix prévisible qui augure bien de l'avenir pour le PV. Deuxième temps de la matinée, ce sera au seuil de la compétitivité. Quelle piste pour l'autoconsommation? On voit bien à quel point le développement des énergies renouvelables, et en particulier du photovoltaïque, va pousser en ce sens. Quelles sont les perspectives donc sur ce plan? Quelles sont les nécessaires transformations à opérer? Madame le ministre vient de les évoquer, pour optimiser justement ce rôle grandissant du photovoltaïque. Et puis cet après-midi également 2 tables rondes. La première, par quels moyens renforcer l'industrie? Comment adapter l'offre à cette demande en photovoltaïque qui immanquablement va croître? Comment gagner en part de marché? Comment gagner bien évidemment en emploi? Et puis dernière table ronde, la 4e, comment transformer l'essai sur un marché mondial en pleine expansion? Comment optimiser pour toutes ces entreprises, les grosses, les moyennes, les plus petites, pour permettre à nos entreprises françaises de surfer en quelque sorte sur cette tendance de fond très positive en dépit de la conjoncture au plan international. Tout de suite, donc, notre première table ronde, et j'ai donc le privilège d'appeler Philippe de la Doucette à venir donc, nous rejoindre sur l'estrade. Philippe de la Doucette, Jérôme Biret, Gilles Galéan, Luc de Marliave et Éric Vincent. Première table ronde, donc, consacrée, qui a pour terme vers la parité réseau. Et on va voir justement, probablement, que le photovoltaïque est appelé à devenir l'une des sources d'énergie les moins chères. Donc, à quand la parité réseau? Dans quelles conséquences? Qu'est-ce qu'on peut véritablement envisager? Alors pour introduire, avant que commence véritablement cette première table ronde, pour l'introduire, Philippe de la Doucette, qui est président de la commission de régulation de l'énergie, va nous dire, avec PowerPoint à l'appui, comment vont évoluer les prix de l'électricité dans les années à venir. Merci monsieur de la Doucette. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre invitation. Merci de me donner le privilège de parler des prix de l'électricité. Je suis très sensible à cette attention, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on parle du prix de l'électricité, on a beaucoup de retombées médiatiques, et c'est rarement très positif. Et
je veux dire que je serais ravi de pouvoir parler des prix de l'électricité pour dire, bah, écoutez, ils vont baisser, il n'y a pas de problème, tout va bien aller. Ce n'est pas exactement la situation. Parler des prix de l'énergie en général, quand on parle de prospective des prix de l'énergie, en général on se trompe. Je regarde sur les 30 dernières années, je crois qu'on s'est toujours trompé, c'est très difficile de parler des prix de l'énergie. Il y a un domaine sur lequel on a quand même beaucoup plus de visibilité, c'est sur les prix de l'électricité, de visibilité sur les prix de l'électricité, parce qu'il y a beaucoup moins d'éléments extérieurs, comme pour le gaz, comme pour le pétrole. Sur les prix de l'électricité, il y a des constants. Alors ce que je vais essayer de vous faire voir très rapidement, c'est d'une part ce qui se passe actuellement sur le marché de gros, qui est en baisse, et ce qui va se passer pour les tarifs réglementés d'électricité qui seront en hausse. Contraste qui n'est pas obligatoirement extraordinairement positif pour le consommateur, mais c'est la réalité, et je crois que pour parler d'énergie, pour parler d'électricité, pour parler d'énergie renouvelable, il faut être dans la vérité, dans la transparence, et c'est probablement ce qui a manqué ces dernières années dans ce domaine, parce qu'on n'a pas toujours dit quelles étaient les conséquences des choix qui étaient faits et quelles étaient les conséquences sur les prix. Alors, premier élément, je pense qu'on va appuyer là-dessus pour que ça marche. C'est très bien. Alors, ça peut vous paraître un peu bizarre comme graphique, mais qu'est-ce que ça montre? Ça vous montre, entre 2011, 2012, 2013, les échanges de frontières entre la France et ses voisins. Et vous voyez une évolution assez marquée à partir de 2012, qui se poursuit de façon très visible en 2013, sur exportation-importation. La France a toujours été assez largement exportateur, elle le reste en 2012, mais elle le reste en étant moins exportatrice qu'elle ne le fut en 2011. Et ce qui est frappant, vous voyez, si vous voyez à quoi correspondent les couleurs, le vert c'est l'Allemagne. Et on voit que pour la première fois, en 2012, nous avons été tous les mois en situation d'importation en provenance d'Allemagne. Élément nouveau pour ce premier trimestre 2013, ça s'amplifie vis-à-vis de l'Allemagne, et puis apparaît un nouveau pays importateur auquel on n'avait pas songé tout à fait au départ, surtout avec une très mauvaise liaison des transports entre l'Allemagne et l'Espagne, mais c'est l'Espagne qui, à plusieurs occasions, et notamment très fortement sur le mois de mars dernier, importe de l'électricité en France. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres, ça n'a pas un intérêt majeur pour le débat d'aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que pourquoi ça se passe comme ça. Ben, ça se passe comme ça parce que, en général, quand on importe, c'est que les prix sont plus intéressants à ce moment-là, d'aller prendre de l'électricité ou d'acheter de l'électricité dans le pays en question que de produire en France. Et pourquoi est-ce que c'est plus intéressant? Ben, tout simplement parce que à ces moments-là, vous avez une très forte production d'électricité d'origine renouvelable. C'est le cas en Allemagne et c'est le cas en Espagne. On atteint entre les derniers mois de l'année 2012 et les premiers mois de l'année 2013 des niveaux de production d'énergie renouvelable tout à fait remarquables. Par exemple, en ce qui concerne l'Espagne, au mois de mars dernier, il y a eu 60% de plus de production d'énergie éolienne qu'un an auparavant. La production en Allemagne de photovoltaïque et d'énergie éolienne est également extrêmement forte, puisque en Allemagne, au mois de mars dernier, on a atteint également des records de production d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est un phénomène, ça, c'est comme ça. Ce graphique est fait par RTE, donc c'est incontestable. C'est intéressant comme vision. Alors, quelles conséquences cela a-t-il? Eh bien,
Normalement, ça devrait arriver. Vous voyez là en clair les flux entre la France et ses voisins. Alors on voit bien en même temps des importations provenant d'Allemagne, 2490 MW, et des importations provenance d'Espagne. Ça, c'est simplement pour illustrer le propos précédent. Alors voilà, c'est ça la conséquence qui est intéressante aussi, c'est l'évolution des prix de gros. Vous voyez, si on prend janvier 2012 et mars 2013, l'évolution un petit peu en bonne au départ, et ensuite qui diminue considérablement chaque année, chaque mois, pardon, pour arriver à un prix sur les marchés gros, c'est-à-dire à un an, qui est aujourd'hui à peu près à 42. Tiré essentiellement par des prix extrêmement bas en Allemagne, on tourne à peu près à 38. Et donc, la situation telle qu'on la voit aujourd'hui fait que ces prix très bas posent un problème pour les investisseurs, posent un problème de rentabilité pour des centrales traditionnelles, et c'est ce que vous avez entendu dire à M. Mestrallet récemment concernant les centrales à gaz, qui sont, pour certaines d'entre elles, vont être mises sous cocon. Et ça a un élément, je dirais, très direct pour ce qui vous concerne, c'est-à-dire que plus les prix de gros sont bas, plus la différence entre ce prix de gros et le prix de rachat des énergies renouvelables s'accroît. Et donc l'impact sur la CSPE croît. Autrement dit, plus les prix de gros sont bas, plus la CSPE va monter. Donc voilà un des premiers éléments qui n'est pas effectivement extraordinairement favorable pour le consommateur, parce que, effectivement, par ce biais-là, par ce côté très paradoxal, le développement des énergies renouvelables dans l'ensemble de l'Europe, c'est une politique qui est voulue par l'ensemble des pays européens, par le fait qu'on construit un marché européen qui se base sur l'ensemble des mixtes européens, eh bien, ce développement des énergies renouvelables extrêmement conséquent dans tous les pays fait que les prix de gros diminuent, pose un problème de rentabilité pour des centrales traditionnelles, et fait que, dans notre pays à nous en tout cas, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est vrai également pour l'Allemagne, la CSPE ne peut pas diminuer, puisque l'écart augmente entre le prix de rachat et la partie sur laquelle est basée cette différenciation, le prix de gros. Alors le contraste et l'aspect un peu paradoxal, c'est qu'effectivement, on voit les prix de gros qui vont diminuer, et on va voir des prix en France, plus exactement des tarifs réglementés, puisque c'est quand même ceux-là dont on parle le plus souvent, qui vont continuer à augmenter. La Creux a fait récemment, lors d'un rapport sur la surveillance des marchés de détail, perspective d'évolution des tarifs d'ici 2017, on a évoqué plus 30% des prix de l'électricité. Ce n'est pas une nouveauté parce qu'on le dit quand même depuis 18 mois. Je peux vous dire qu'aucune des analyses, aucun des travaux que nous avons menés récemment ne permet de penser qu'on sera au-dessous. J'aurais plutôt tendance à dire au-dessus. Mais ça, on verra. Vous savez que les tarifs réglementés, par la loi, doivent couvrir les coûts de l'opérateur, des tarifs réglementés, donc d'EDF. Et ça, c'est la loi qui le dit. Donc si on s'aperçoit que les coûts sont élevés, ben, il faut qu'effectivement ces tarifs couvrent les coûts. Donc pourquoi les tarifs peuvent être élevés? D'une part, parce qu'il faut investir dans le réseau. Alors, il faut investir dans le réseau pour toutes sortes de raisons, mais il faut également investir dans le réseau de transport et de distribution pour l'adapter aux nouvelles formes de production électrique décentralisée, puisque vous le savez très bien,
le réseau, qu'il soit de transport et surtout de distribution, n'a pas été conçu pour un système remontant. Donc il faut l'adapter. Et Madame Bateau disait tout à l'heure, et je partage complètement son point de vue, qu'il faut réfléchir à l'autoconsommation. Il est complètement inenvisageable, enfin ça me paraîtrait complètement absurde, de développer des énergies renouvelables comme le photovoltaïque et d'autres, sans aller vers de l'autoconsommation. Sinon, ça n'a aucun sens. À un moment donné, ça, on va toucher à l'absurde. Maintenant, comment le fait-on? Ça, c'est une autre question. Quelles en sont les conséquences? Comment traite-t-on le stockage, qui est un des éléments fondamentaux de cette affaire? C'est un point d'intérêt, de réflexion, auquel d'ailleurs la Commission de régulation de l'énergie a déjà commencé à travailler. Mais sachez quand même que l'autoconsommation, ça existe en Allemagne, ça existe même beaucoup, mais que ça a impliqué des investissements assez considérables dans le réseau de distribution, parce que dans ces cas-là, il faut le doubler, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que comme l'a dit Mme Bateau, ça n'est pas l'autarcie, à moins de partir du principe qui est un pari, de dire, telle zone, on fait le pari qu'on sera totalement autonome, et on n'a absolument pas besoin de garantie. C'est comme les assurances, dans ces cas-là, on vit, on coupe le fil et on vit tout seul. Le problème, c'est que le jour où ça colle pas, la production ne colle pas avec la consommation, on n'a pas encore résolu le problème de stockage qui pour l'instant est très coûteux, donc on prend un énorme risque. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne le fera. Je pense qu'aujourd'hui, l'évolution européenne est complètement compatible avec à la fois les super réseaux qui réunissent les productions éoliennes offshore du nord de l'Europe à l'ensemble du continent européen et également à la production décentralisée. C'est-à-dire que ça n'est pas antinomique, c'est complémentaire. Maintenant, il faut regarder comment on fait ce genre de choses. Donc, investissement dans les réseaux pour les adapter, investissement dans la production, quelle qu'elle soit, mais notamment dans la production nucléaire, parce que dans le domaine de la maintenance des centrales nucléaires, les investissements sont lourds, sont importants, puisqu'on arrive maintenant à une période où, non pas en fin de vie, mais où l'existence des centrales qui ont été construites entre 1980 et 1995, il faut bien les maintenir, même si politiquement on souhaite diminuer la part de la production nucléaire dans le mix français, ça n'empêche qu'il restera les centrales nucléaires et qu'il faudra bien investir. Et enfin, troisième élément de ce coût, c'est le développement de la CSPE. Alors, en prévision de ma présence avec vous ce matin, j'ai fait faire une petite actualisation hier des évolutions de la CSPE sur les quelques années qui viennent, d'ailleurs d'ici 2017. Alors, je dirais que la bonne nouvelle en ce qui concerne le photovoltaïque, c'est que le plus dur est fait, si je puis dire. Autrement dit, le mal est fait, puisque tout ce qui a été décidé dans les années passées est déjà dans la CSPE, puisque je vous rappelle quand même, j'ai eu l'occasion de le dire, mais je le répète devant vous, parce que je pense que c'est intéressant que vous le sachiez, vous l'avez peut-être en tête, et que la moyenne actuelle du prix moyen de rachat du stock, parce que là on paye le stock, de ce qui a été fait depuis quelques années, c'est 456 € du mégawattheure. Alors là, c'est pas tout à fait la parité réseau, mais quand même très loin. Alors 456 € du mégawattheure avec un prix du marché de gros à 42, vous voyez, on ne va pas véritablement vers la baisse. En revanche, si on regarde les évolutions des années futures, l'accroissement du coût du photovoltaïque dans la CSPE, qui est aujourd'hui, si on prend la métropole plus les EDMI, de l'ordre pour cette année 2013 de 2 milliards, sur une CSPE globale de l'ordre de 5 milliards, 2 milliards, l'accroissement pour 2017 ne serait pas complètement négligeable, mais on passerait grosso modo à 2 milliards 500 000. Donc en 5 ans, l'évolution est quand même beaucoup plus mesurée que ce que nous avons connu précédemment. Ce qui va amener globalement, si vous voulez, le coût des énergies renouvelables par le biais de la CSPE, maintenant on verra comment évolue la CSPE, nous mettrait une CSPE qui serait donc pour 2013 globalement pour les énergies renouvelables de l'ordre de 3 milliards si on prend les métropoles et les zones de l'interconnectivité, de 3 milliards on passerait en 2017 à, je vous fais le calcul rapide, entre les deux, ça nous amène à peu près à 4 milliards 8. 4 milliards 8 sur une CSPE globale de 7 milliards 650.
mais pas à l'euro près. Enfin voilà, voilà les estimations. Je vais vous donner le détail quand même, parce que ça évitera qu'il y ait ensuite des débats sur le qu'est-ce que c'est que la CSPE, quelle est le part de la CSPE dans les énergies renouvelables, etc. Bon, je vais vous dire, en 2017, ce sont des prévisions, hein, ça peut évoluer, mais on a rectifié un petit peu les prévisions antérieures en raison de l'évolution à la baisse des prix de l'eau. Donc cette CSPE qui serait globalement de 7 milliards 650 millions, elle se répartirait en 383 millions pour la cogénération, globalement pour les énergies renouvelables en métropole et hors métropole à 4 milliards 800, donc une répartition très rapidement de l'ordre de 900 millions pour l'éolien onshore, pas offshore, parce qu'il n'y a pas de production de offshore encore sur 2017. Le photovoltaïque, donc, je vous l'ai dit, à peu près 2,5 milliards. L'hydraulique, 160 millions. La géothermie, c'est complètement marginal, c'est de l'ordre de 2. Là où on voit une évolution extrêmement importante entre aujourd'hui et 2017, c'est sur la biomasse, parce qu'on passerait de l'ordre de 100 millions cette année à 900 millions en 2017. Donc là, c'est là qu'il y a une forte évolution. Le biogaz passerait de 83 à 300 millions. Voilà, donc vous avez une idée. À part ça, vous avez les charges de péréquation tarifaire qui représenteront pas loin de 2 milliards, enfin 1 milliard 920 millions en 2017. Donc le total fait 7 milliards 650. Voilà un petit peu le panorama qu'on peut donner sur les évolutions du prix. Ce n'est pas exactement le prix de l'électricité, c'est le prix que le consommateur va payer. Le prix de l'électricité global, il est là. Le tarif réglementé, c'est encore autre chose. Et la facture générale du consommateur, c'est ça plus les taxes. Voilà, petit panorama qui permet de peut-être ne pas lancer le débat, parce que je pense que c'est un peu en dehors du débat, mais ça vous permet d'avoir une visibilité sur comment tout ça va bouger dans les années qui viennent. Je vous remercie. Merci, monsieur, d'avoir posé ces fondamentaux qui nous permettent maintenant d'asseoir effectivement notre table ronde. Donc, 4 intervenants, et n'hésitez pas, messieurs, à rebondir les uns sur les autres à travers ce que mes propos qui seront échangés. Peut-être d'abord, monsieur Éric Vincent. Monsieur Éric Vincent, vous êtes vice-président du CER. Le CER, ça a été dit tout à l'heure, vient de publier un rapport, anticiper le développement du solaire photovoltaïque compétitif. Alors, est-ce que vous pouvez ce matin très rapidement nous donner les grandes lignes, en quelque sorte, de ce rapport? Oui, bonjour à tous. Effectivement, le solaire photovoltaïque, je ne sais pas si ça marche bien, je n'ai pas l'impression. Oui, c'est bon. Le solaire photovoltaïque est en effet la technologie de production d'électricité qui a connu la plus forte croissance, je dirais même la croissance la plus impressionnante dans le monde au cours des dernières années. Un chiffre, on passe, il y a 10 ans, on nous prend des repères faciles, il y a 10 ans, la puissance installée globale dans le monde, c'est 2,2 gigawatts crête. Aujourd'hui, fin d'année 2012, c'est 102 gigawatts crête. Ordre de grandeur, il y a 10 ans, ça correspond à la consommation d'un pays comme Malte. Aujourd'hui, ça correspond à la consommation d'un pays comme les Pays-Bas. Voilà l'ordre de grandeur de cette explosion de la croissance dans le monde. Nous savons tous dans cette salle que le taux de croissance exceptionnel s'explique avant tout par les politiques de soutien très volontaristes qui ont eu lieu. Mais il y a une autre cause fondamentale, qui a justifié d'ailleurs que les politiques de soutien se soient poursuivies dans la durée, c'est, comme l'a souligné Madame Bateau, c'est la baisse rapide des coûts de production du kilowattheure photovoltaïque, grâce à la production, à l'amélioration, l'accélération de l'efficience des équipements, donc ça c'est la hausse des rendements de conversion, et la baisse des coûts de production. Cette baisse va être combien à peu près? Alors, il y a différentes façons de la mesurer, mais disons qu'on peut partir d'un prix qui est dans les années 90, au moment où démarre véritablement la commercialisation du photovoltaïque, dès qu'on sort de la période dite spatiale, on est à peu près aux alentours de 40 €, 50 $ pour le module. On arrive aujourd'hui à un prix de module de l'ordre de 0,6 €.
donc du bois de crête. L'accélération a été, je dirais qu'elle s'est accélérée elle-même en cours de période, puisque à partir du moment où l'Allemagne a commencé à entrer ses grands programmes de développement dans les années 2000-2005, les prix, la mondialisation du marché a entraîné donc une baisse extrêmement rapide. Alors, la question aujourd'hui, effectivement, nous traversons une période de crise en Europe, une crise qui touche notamment le secteur de l'énergie, et donc la question c'est de savoir si la baisse des coûts va continuer et quelles vont en être les conséquences. Alors, le rapport que nous publions aujourd'hui repose sur deux idées très simples. Oui, la baisse des coûts de la production du photovoltaïque va se poursuivre, et oui, il y aura des conséquences importantes, mais qui sont aussi de formidables opportunités pour tous les acteurs de l'économie, que ce soit les producteurs, les consommateurs et également les États. Donc si je comprends bien, il va y avoir, c'est annoncé, et on le sait, une augmentation relativement forte pour le consommateur du coût de l'électricité, du prix de l'électricité, une baisse relativement forte des coûts au niveau du photovoltaïque. Donc en termes de parité réseau, on y est, c'est pour bientôt, ça dépend sans doute des endroits en France. Alors effectivement, on y est. Je crois qu'il faut essayer de comprendre simplement... On y est. On y est. Là, on ne peut pas répondre à cette question de façon tranchée. Parce qu'en fait, la notion de parité réseau, c'est une notion un peu fourre-tout, dans laquelle, en fait, on pointe la correspondance ou l'équivalence relative, donc, du coût de production du kilowattheure, ou du prix final auquel il va être vendu, et puis du coût qui est payé par le consommateur. Là, on entre dans la zone de consommation dans laquelle s'accumulent des coûts de transport, des coûts de distribution, donc il y a différentes notions. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut essayer de serrer un petit peu les choses, un peu serrer l'analyse pour éviter les raccourcis qui entraînent eux-mêmes des contestations, comme l'a souligné tout à l'heure Jean-Louis Ball, de la part de gens qui font des généralisations abusives. Comment est-ce qu'on peut aborder la question? Il y a deux façons. D'abord, il y a la notion de ce qu'on appelle coûts actualisés, les coûts de production actualisés. C'est la première façon de compter. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend simplement les prix de production comparés du photovoltaïque et d'autres technologies de production électrique, et on fait une analyse de ces coûts sur la durée de vie des installations, donc des coûts actualisés, ce qui suppose de faire un certain nombre d'hypothèses. Et là, lorsqu'on fait cette comparaison, on arrive à des conclusions. Alors, cela dépend évidemment, bien entendu, de la situation et donc de l'ensoleillement. Mais lorsqu'on fait simplement cette comparaison, on se rend compte qu'il y a d'ores et déjà, en un certain nombre de lieux en France, mais c'est plus vrai sous d'autres latitudes où l'ensoleillement est plus fort qu'en France, une équivalence entre, ou même un avantage pour le photovoltaïque dans certaines situations. Donc la question, c'est un peu de savoir comment le mouvement va se poursuivre. Alors, je crois qu'il faut, et simplement, très rapidement... Je crois que vous vouliez nous montrer quelque chose, je vois que le... Ah oui, il faut que on va peut-être passer, ou je ne sais pas si la technique peut passer peut-être sur un autre état que le seul titre. Ça, c'est la courbe, ce qu'on appelle le long grade, c'est à ça effectivement que je voulais venir. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir confiance dans la poursuite de la baisse des coûts de la technologie? Pour une raison très simple, c'est qu'il ne faut pas oublier que le photovoltaïque, en tout cas le silicium, c'est un semi-conducteur, et que l'on peut faire le rapprochement finalement entre le cycle économique du semi-conducteur qu'il est utilisé dans d'autres industries et celui du photovoltaïque. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a ce qu'on peut qualifier de loi de Moore, c'est-à-dire une loi par laquelle les augmentations rapides des volumes de production entraînent une baisse des coûts. Cette baisse des coûts, historiquement, vous le voyez sur cette courbe, sont estimées à environ 20%. Autrement dit, tout doublement de la production mondiale entraîne une baisse de l'ordre de 20% du coût. Est-ce que cela va continuer? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que les coûts de production, il y a un certain nombre de gisements
de réduction de coûts qui sont parfaitement identifiés. Je pense que Luc de Mariable les détaillera sans doute tout à l'heure. Ce sont des coûts sur l'utilisation des quantités de matières premières, comme le silicium ou l'argent. Et là, on a déjà la connaissance de ces techniques. Il faut maintenant les industrialiser pour arriver à en tirer pleinement profit. Mais là, le mécanisme est en marche. Les process de fabrication, par exemple, vous avez dans le processus du silicium des passages, il y a ce qu'on appelle les lingots, puis les wafers, il y a du sciage, il faut réduire les pertes de sciage. Ça demande des technologies très pointues. Et là encore, la recherche fait qu'on améliore progressivement tout ceci. Ainsi que le taux de casse des cellules, qui est aussi un autre sujet. Donc tout ceci cumulé fait que la feuille de route technologique va vers une poursuite de la baisse des coûts. Alors, en ce qui concerne les rendements de conversion eux-mêmes, là c'est le dopage des cellules à la sortie du processus. C'est la même chose, on améliore constamment grâce à des efforts de recherche, grâce à des nouvelles combinaisons de matériaux. Donc le rendement des cellules, on pense qu'on peut arriver à dépasser la barre de la grande série, en grande série des 19% à l'horizon 2020. Donc ça c'est la première chose. La feuille de route technologique. Très rapidement, les autres éléments, c'est l'onduleur. On a encore sur l'onduleur beaucoup de progrès à faire, notamment pour la miniaturisation de l'onduleur qui permet d'améliorer fortement les performances du système. Et puis bien entendu, on a également d'autres coûts, je vais très rapidement. Madame Bateau a parlé tout à l'heure de la simplification. Une grosse part des coûts finaux qui se traduisent dans le coût du photovoltaïque, ce sont les coûts de développement, les procédures, la lenteur, les pertes d'argent de tout cela. Et là, un effort de l'État peut permettre d'améliorer sensiblement. Une marge de progression très nette. Voilà, donc c'est une conviction très forte que nous avons. Ce que nous savons, c'est que lorsque nous comparons avec les prix finaux, tarifs verts, tarifs bleus, etc., payés par les consommateurs, aujourd'hui, d'ores et déjà en France, on a la possibilité de produire à des prix qui sont inférieurs aux tarifs des consommateurs. C'est vrai surtout pour le commercial, pour le sud de la France, pour les installations commerciales. C'est vrai aussi dans une certaine mesure pour les centrales au sol. Ce n'est pas encore le cas pour le particulier. Donc nous sommes en bonne voie pour y arriver. Donc tout ceci est présenté de façon détaillée dans l'étude. Bien, merci beaucoup. D'ailleurs, je crois que l'étude est disponible tout à l'heure, donc n'hésitez pas à la prendre. Merci Monsieur Vincent, vous êtes vice-président, je le rappelle, du CER. Alors vous désignez tout de suite, vous avez désigné Luc de Marliave, donc on va lui passer tout de suite la parole. Luc de Marliave, qui est donc responsable des relations institutionnelles chez Total. Lorsque nous avions préparé cette rencontre, vous m'avez dit que vous étiez vous aussi, après Éric Vincent, résolument optimiste. Vous m'avez dit que vous vouliez redonner le moral aux troupes. Alors, quelle est la vision de Total sur le développement en termes de compétitivité? Je pense que vous allez dans le sens évoqué par M. Vincent. Alors, je peux partager avec vous quelques constats. D'abord, on aurait pu imaginer, on a bien traversé finalement 24 mois de crise assez grave sur les prix, et donc en tout cas sur l'équilibre économique des producteurs, des industriels qui produisent les cellules et les modules, qui sont toujours en difficulté aujourd'hui. Enfin, ça fait quand même déjà 24 mois. C'est donc long. On aurait pu imaginer qu'il y a un frein sur les progrès technologiques, puisqu'il n'y a plus d'argent à investir en R&D, donc on pouvait s'attendre à des comportements de ce type. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne l'a pas observé. Finalement, il y a eu au contraire, enfin, je pense que c'est vrai pour un certain nombre d'acteurs, et c'est vrai pour nous également avec notre filiale SunPower, au contraire peut-être une accélération sur un certain nombre de sujets pour justement rattraper la compétition et faire baisser les coûts. Donc il y a eu une priorité sur la baisse des coûts, mais en appliquant des technologies nouvelles. Et par exemple, ça produit un certain nombre de résultats. On vient d'industrialiser en ce moment l'industrie de la série X pour SunPower, qui est une série à 21,5% de rendement énergétique. Donc nous sommes sur une technologie plutôt haut rendement par rapport aux chiffres qu'Éric Vincent a cités. Voilà. Donc nous on est à 21,5 en industriel sur le marché, mais on annonce déjà, grâce donc justement à cet investissement qui s'est continué pendant cette période de crise, la série prochaine qui sera en 2015 à 23% sur les modules. Donc, ce qui permet de baisser les coûts, évidemment, parce que c'est une autre façon de baisser les coûts, c'est évidemment de faire des progrès technologiques, des sauts technologiques. Et là, dans l'environnement, on pense baisser donc de 35% les coûts au watt en
en 2015, donc à l'échéance de 2 ans, ce qui est un petit peu plus rapide que la loi de Moore finalement, parce que si on regarde les marchés actuels, on est à 30 gigawatts mondial. En 2 ans, finalement, on devrait faire 60 gigawatts. Un doublement, ce serait 3 ans, 100 gigawatts, doublement de la capacité mondiale, qui correspondrait à une baisse de 20%. Donc, actuellement, on est plutôt sur une tendance plus forte que la loi de Moore sur le progrès technologique. Dans les coûts, vous venez souvent... Dans les coûts, et non pas dans les prix. Hein. Dans les prix, c'est un autre sujet. Ouais. Monsieur Dallot, vous avez beaucoup parlé du système PV en disant voilà, un moyen de baisser les coûts aussi, c'est peut-être aussi de proposer une offre intégrée qui intègre différents paramètres. Est-ce que c'est quelque chose qui permettrait là encore d'obtenir cette baisse? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a peut-être fait le progrès, c'est surtout passé sur effectivement, les composants en modules ces derniers temps. Il y a eu une forte baisse des prix, en tout cas, la forte baisse des prix. Il y a encore, donc cette part finalement dans le coût final du kilowattheure du module décroît actuellement. Et donc il y a à faire des progrès sur l'ensemble du système. Donc aujourd'hui il faudrait porter l'attention sur l'ensemble des autres composants du système, sur lesquels il y a aussi du potentiel de baisse, y compris l'ensemble du coût du développement effectivement, et notamment les coûts administratifs. Mme Bateau a parlé d'un choc de simplification administrative. Je crois que là on peut, en France en particulier, peut-être par rapport à d'autres pays où les choses sont plus rapides et plus simples, on peut gagner beaucoup sur aussi l'atteinte de la compétitivité en travaillant sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a un contexte particulier dans les pays où cela peut arriver éventuellement plus tôt? Est-ce qu'il y a quelques pays, quelques mesures à l'étranger qui pourraient nous servir d'exemple pour aller plus vite, plus loin? Alors il y en a beaucoup. Ce qu'on observe nous sur le terrain, c'est que la compétitivité dans le monde est déjà atteinte sur un certain nombre de compartiments, je dirais, d'applications, des applicatifs, et puis des pays, des régions du monde, plus ensoleillées ou avec un prix d'électricité plus élevé. Et M. Daouzet vous a dit qu'on allait s'en rapprocher, hein, une électricité plus élevée. Donc, je pense au Mexique, au Chili, l'Australie. Ce sont des pays où on observe déjà des projets de centrales, de fermes solaires, qui vont se construire sans contrat longue durée de vente d'électricité. Alors, il faut dire que c'est le modèle actuel standard, c'est d'avoir un prix d'achat longue durée pour pouvoir financer et garantir aux banques qu'il y aura des revenus sur le projet. Aujourd'hui, on fait des projets de ce type, ferme solaire, en vendant le kilowattheure sur le marché. Donc sans contrat longue durée. Donc ça c'est vraiment très nouveau, c'est l'émergence de nouveaux modèles. Ce type de contrat est en train de naître dans certains pays, ça va se répandre dans davantage de régions avec la baisse des coûts. Je crois que vous avez un projet également au Chili, je crois. Voilà, c'est un des exemples effectivement de ce type. On a un projet au Chili, mais on n'est pas les seuls, il y a d'autres choses. Merci beaucoup M. de Maria. Je vais passer la parole maintenant à Gilles Galéan. En rappelant que vous êtes directeur technique de RDF, donc vous êtes le gestionnaire du réseau public de distribution. Alors, est-ce que cette question de l'intégration du photovoltaïque est un point important, j'imagine, mais également sensible pour RDF? Bien sûr que c'est un point important et sensible. Si l'on constate en fait qu'aujourd'hui, il y a près de 12 gigawatts qui sont raccordés sur le réseau de distribution, 10 gigawatts d'ENR, que ça s'est accéléré très fortement sur ces 3-4 dernières années. Sur ces 12 gigawatts, il y en a 3 qui viennent de la filière photovoltaïque et qui sont portés par près de 275 000 installations. Donc tout ça, c'est récent. C'est 2009, 2010, 2011, 2012. C'est une forte accélération pour nous. C'est une organisation qui a dû se mettre en place pour faire face à de grosses fluctuations. Pour donner une idée, aujourd'hui, en fonction des fins de période tarifaire, tous les 3 mois, le nombre de demandes moyennes que nous avons à gérer va fluctuer entre 1500 et 2000 dans les mois intermédiaires, et puis 6-7 000, donc multiplié par 3 ou par 4 en fin de période tarifaire. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de souplesse et de réactivité dans cette organisation. Nous avions dans les années 2006-2007 un seul site en France qui accueillait toutes les demandes. Aujourd'hui, on est dans toutes les régions, on a 25. Le nombre de collaborateurs a été multiplié par 3. Et donc tout ça pour se mettre en place, s'organiser, être suffisamment réactif afin de faciliter l'intégration des ENR, faciliter les démarches administratives. Je pense notamment pour tout ce qui est le petit PV. On a simplifié tout ce qui est contrat de raccordement et d'accès aux ouvrages. Il faut savoir, ça peut faire sourire, il y a quelques années, c'était 40 pages à remplir, 4 exemplaires. Aujourd'hui, on est dans une annexe de 3 pages, un seul exemplaire. C'est un guichet unique qui a été mis en place avec l'obligation d'achat. Et c'est des procédures qui visent à aller vers plus de simplification pour réduire les délais et injecter le plus rapidement possible. Cette intégration du photovoltaïque, est-ce qu'elle pose des contraintes particulières au réseau? Oui, elle nous pose des contraintes particulières, et ce sont des contraintes qui vont en augmentant au fur et à mesure que les ENR se développent et que l'on peut arriver dans certains endroits à la saturation de la capacité d'accueil du réseau actuel. Le président Ladoucette l'a rappelé tout à l'heure, les réseaux de distribution n'ont jamais été conçus pour remonter de manière matricielle de la production.
les réseaux de distribution sont des réseaux qui ont été conçus pour partir d'un poste source, point de livraison de RTE, vers le branchement du client final, donc avec des ouvrages électriques qui vont de section décroissante de l'amont vers l'aval, avec des plans de tension qui sont faits pour maîtriser une chute de tension en bout de ligne, mais chute de tension que l'on observe plutôt en hiver, en période de fort rappel du réseau, et puis qui sont faits également pour des protections des biens et des personnes qui reposent sur des systèmes de détection au niveau des postes sources et qui en tout cas n'ont jamais été faits pour intégrer des consommateurs ou des usagers du réseau qui vont avoir des puissances de court-circuit remettant en cause ces protections. Donc tout ce réseau-là n'a pas été conçu comme ça. Et aujourd'hui, si je résume un petit peu les trois principaux défis technologiques que nous avons à maîtriser, c'est tout à l'heure je parlais d'un réseau qui a été fait pour concevoir des chutes de tension et les maîtriser en bout. Aujourd'hui c'est l'inverse. On se trouve dans des périodes en fonction de la production sur ces réseaux moyenne tension ou basse tension et de la consommation au même moment. Le principal problème pour un distributeur, c'est de maîtriser des surtensions. On avait l'habitude de gérer de la sous-tension en vue de délivrer la qualité de tension nécessaire au consommateur. Aujourd'hui, le principal risque, c'est d'avoir une surtension liée à des capacités de production en bout de réseau supérieures à la consommation au même moment. Une autre hantise, le mot n'est pas trop fort, mais une autre hantise, c'est l'îlotage non maîtrisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos systèmes de protection des biens et des personnes, quand on intervient sur un réseau que l'on va mettre hors tension de manière voulue ou qui se retrouve hors tension suite à un incident, on fait en sorte de protéger les biens et les personnes par des dispositifs automatiques qui vont mettre hors tension les ouvrages. Il faut à tout prix arriver à préserver un non-redémarrage, un îlotage localisé, non connu, non maîtrisé par l'exploitant, non maîtrisable, parce que pas de capacité d'action dessus, qui résulterait d'un équilibre local sur une poche entre la production et la consommation, non voulu, non identifié, non maîtrisable. Voilà le type de complexité auquel nous devons faire face. Et puis enfin, une prévisibilité insuffisante aujourd'hui avec les outils que nous avons, notamment pour la filière photovoltaïque, sur laquelle nous travaillons beaucoup, nous développons des outils, puisqu'en vue d'identifier les congestions locales du réseau, de pouvoir les anticiper, les accompagner, pouvoir réagir, on a besoin d'avoir plus de prévisibilité. Merci. On voit donc tout l'effort qui a été fait par ERDF, vous l'avez souligné en termes de personnel, en termes de moyens. Vous dites en même temps, c'est pas facile, c'est complexe. Comment allez-vous faire, puisque depuis le début de la matinée, on entend beaucoup l'idée qu'il va y avoir un fort déploiement du photovoltaïque dans les années qui viennent à partir de cette logique de coût. Donc allez-vous être en mesure de pouvoir accompagner en quelque sorte ce mouvement qui semble être un mouvement de fond? Oui, on l'accompagne. Mais ça suppose des investissements de réseau et ça suppose surtout des investissements de modernisation de réseau, de mise en place de beaucoup plus d'intelligence, ce qu'on appelle les smart grids. Donc c'est ça la réponse qui va permettre demain de maximiser l'intégration des énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur ces bons leviers qu'il vous faut activer exactement et les moyens qu'il faut se donner pour y arriver? Les moyens qu'il faut se donner pour y arriver. La contradiction qu'il y a entre les premières interventions et la difficulté qui est la vôtre incontestablement. Bon, en gros, on estime, il y a une étude du FE, qui regardait à l'horizon 2030 et qui estime les besoins sur les réseaux de distribution de l'ordre de 100 milliards d'euros. Les investissements sur les réseaux de distribution à l'horizon 2030 pour accueillir les usages consommateurs, pour moderniser, pour intégrer la production et pour développer toute l'intelligence qui va autour en vue de minimiser la facture globale de ces réseaux, c'est de l'ordre de 100 milliards d'euros. Ce que l'on peut faire pour minimiser cette facture-là, c'est plus d'intelligence. L'ordre de grandeur, c'est 5 à 10 milliards d'euros d'économies qui pourraient être faits en ayant de développement de beaucoup plus de capteurs sur le réseau, en ayant l'arrivée d'un outil tel que le compteur liquide, compteur communicant, qui va nous donner beaucoup de visibilité sur la charge en tout point du réseau, qui va donner des capacités d'action pour agir sur la demande et sur l'offre. Telle connaissance va permettre à différents acteurs de se positionner et de faire en sorte, à un moment donné où la production est maximale, de susciter une consommation associée qui permettra de minimiser les transits. Donc on travaille là-dessus, on l'accompagne par des expérimentations, des démonstrateurs, notamment les démonstrateurs avec l'ADEME, j'en citerai 2 en particulier sur ce point-là. Ce qui se fait en vue de test sur Nice Grid, il y a une commune à côté de Nice, commune de Carence, dans laquelle le RDF est participant à une expérimentation, et qui va viser à développer au niveau d'un quartier, la maille d'un quartier, un quartier que l'on va ensemble essayer de saturer en termes d'installation photovoltaïque, et voir quel est le logiciel de gestion de ce système, comment se fait l'équilibre, quels sont les signaux tarifaires
auxquelles vont être sensibles les clients équipés, quelles sont les solutions de stockage, quelles sont les solutions d'effacement, qui vont permettre d'apprendre à vivre avec un quartier fortement équipé en photovoltaïque. Autre exemple de démonstrateur, alors il concerne plutôt la filière éolienne, mais il peut être valable pour tout gros ensemble de production raccordée sur réseau moyenne tension, 21 dans l'Est, où là on va tester à la maille une forte intégration d'énergie nouvelle et renouvelable sur du réseau moyenne tension directement, sur un poste source, la capacité à agir de manière dynamique sur la tension, en faisant en sorte, pour maximiser l'intégration de la production, pouvoir agir sur le réactif du producteur, pouvoir agir de manière dynamique sur la tension au niveau du poste source et du réseau, pour en permanence offrir une capacité d'accueil maximale. Merci. Une dernière question très courte. On voit tous les efforts que vous faites, justement. Est-ce que vous pensez être en mesure d'être prêt dans les délais, compte tenu, je dirais, de l'évolution relativement logarithmique et exponentielle? Est-ce que vous n'allez pas être pris par les délais, par la rapidité, en quelque sorte, de l'évolution? Moi, je dirais que côté des distributeurs, jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Pour nous, on a été confrontés à une augmentation exponentielle à partir de fin 2009. Il a fallu tâtonner au départ, il a fallu inventer des solutions administratives organisationnelles, mais on a su accompagner ce développement. Aujourd'hui, on continue. Là, on est acteur, par exemple, de la déclinaison des SRCE et des S3RENR. On attend beaucoup en termes de donner une capacité de visibilité à l'ensemble des opérateurs et de préparer les infrastructures collectives qui permettront d'accueillir plus de production là où le pouvoir politique aura décidé de développer cette production-là. On travaille avec l'ensemble des distributeurs, avec RTE et au niveau européen avec l'ensemble des DSO et TSO en vue de trouver des solutions technologiques qui permettront de préserver la problématique de la fréquence en ayant des étages de solutions de fréquence métrique qui permettront d'étager pour éviter une avalanche et aller vers un incident majeur au niveau européen. Donc oui, moi je suis assez confiant sur la capacité des distributeurs et notamment de RDF de faciliter la transition énergétique. Merci beaucoup, Monsieur Gallian, pour toutes ces précisions. Bien sûr. Je réagisse une seconde sur le moment, non pas pour les contredire, loin de là, mais simplement pour rappeler que derrière tout ça, il y a des besoins d'investissement, que l'argent est cher ou rare, selon les cas, que ERDF, ça représente à peu près entre 3 et 3,5 milliards d'investissement par an, que l'IKI, c'est au bas mot 4,5 milliards d'investissement, évidemment amorti sur une vingtaine d'années, que tout ça se retrouve dans un TURP, le tarif que vous connaissez, qui se retrouve lui-même dans les tarifs réglementés, et qui a à un moment donné un équilibre à trouver entre les besoins d'investissement, la nécessité d'investir, la capacité d'investir, pour une entreprise comme EDF, qui est considérablement endettée, et la capacité aussi des consommateurs à payer une facture. Donc c'est un équilibre, et il n'y a pas, je dirais, qu'un seul acteur, il n'y a pas que les acteurs du renouvelable, il n'y a pas que les acteurs de la production traditionnelle, il n'y a pas que les acteurs du réseau, il y a un ensemble, et derrière tout ça, à la fin, finalement, il y a un consommateur qui paye. Donc, je veux dire, il est très difficile aujourd'hui, et je vais rajouter une autre composante qui nous est propre, mais qui concerne un peu tous les consommateurs, c'est l'élément juridique, puisque vous avez vu que le TURP avait été, vous n'avez pas vu, mais il avait été, je dirais, annulé, le TURP, il y a 4 ans, a été annulé par le Conseil d'État pour des raisons d'approche juridique, qui nous pose un problème, qui va poser peut-être un problème également à l'RDF par rapport à la façon dont on l'a conçu et qui peut minimiser, d'une certaine manière, la capacité d'investissement. Donc je veux dire, il faut bien voir que tout ça, toute l'énergie, c'est un ensemble, c'est pas d'un côté je veux dire, une spécialité à côté d'une autre, c'est un ensemble qui se retrouve très complexe et qui a une dimension politique puisqu'il y a une dimension où le consommateur paye. Merci, n'hésitez pas les uns les autres à rebondir bien sûr sur les propos. La parole quand même pour Jérôme Biret, donc vous êtes directeur général de JMB Aerowa. Vous connaissez bien les questions de raccordement. Comment réagissez-vous sur ce qui vient d'être dit? Peut-être sur les propos de la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est combien on a d'heures, parce qu'il y a quand même beaucoup de points qui ont été soulevés. Quelques minutes simplement. Voilà. Bon, moi je voudrais vraiment... cette question des perspectives de raccordement. Demander à nos interlocuteurs ici de bien vouloir m'excuser parce que bon, je vais être un petit peu violent quand le temps nous manque. Mais premièrement, dans les présentations de M. Ladoucette, moi je retiens deux choses. C'est que le tarif de gros a baissé de grossièrement 20 à 25% dans les 12 à 18 mois. Si j'ai bien compris ses propos, ça correspond à une montée en puissance des énergies renouvelables.
Donc j'aurais tendance à dire, faisons beaucoup plus, et puis le prix va tendre vers zéro. Alors, propos volontairement caricaturaux, néanmoins, ce que je constate aussi comme consommateur, c'est que mon prix sur ma facture finale, il n'a pas bougé d'un poil. Donc je ne sais pas qui a pris la différence, mais il y a quand même, dans le monde de l'énergie, des choses étranges. La deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est que je n'avais pas compris la question qui était posée à cette table ronde. La compétitivité des énergies renouvelables, du photovoltaïque en particulier, elle me semble complètement acquise. Si je prends dans la présentation, le petit document du CER, page 13, on a un beau nuage de points, et quelque part, on s'aperçoit que le photovoltaïque aujourd'hui, on parle effectivement des usages habitation et on est en usage final, mais je rappelle qu'en photovoltaïque, on a quand même une production délocalisée, une production au niveau de la consommation, et de ce fait... Alors on va en parler, l'autoconsommation c'est réservé un peu à la... On peut raisonner, on l'a déjà eu ce matin, mais on peut raisonner en termes économiques de manière assez différente de la consommation de gros. Donc je crois que c'est un point extrêmement important à souligner. Pour ce qui concerne le réseau, moi j'ai bien entendu ce qui a été dit, mais j'aurais tendance à dire, mais tout ce qui a été dit, on a les moyens de le faire aujourd'hui, on a les moyens de le faire depuis 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Libérons ces énergies, libérons nos énergies. En marche, moi, quand écoutez M. Galéan, oui, enfin bon, beaucoup de choses sont en marche. Mais ce madame, elle me semble. Si on parle des coûts de raccordement, les coûts de raccordement, il y a 3 ans, avec des coûts de photovoltaïque qui étaient assez élevés, on parlait de 5, 7, 10% de coûts de raccordement. Ces coûts de raccordement aujourd'hui ont augmenté en valeur absolue. Quand on raisonne en pourcentage, on est sur des coûts de raccordement qui maintenant pèsent 10, 15, 20, 25, voire 30% du coût des installations. Donc on ne prend pas la bonne direction, et sur le réseau, l'innovation doit être de mise, l'optimisation des systèmes doit être de mise, il y a un énorme travail à faire. Moi je suis toujours un peu surpris quand j'entends RDF qui dit on est saturé, on a des problèmes, le réseau est instable, sauf erreur. Alors on va m'opposer, oui mais la plaque allemande, le cuivre... remonte dans ces proportions-là en ce moment, M. Galéan, aujourd'hui? Sont quand même importants. Le coût de raccordement, déjà le coût de raccordement est fixé par des barèmes avec la CRE, et ensuite il tient compte de la réalité des contraintes à surmonter au fur et à mesure de l'augmentation de l'intégration. C'est tout simplement un certain nombre de règles électrotechniques qu'il faut respecter, et elles peuvent conduire à renforcer des ouvrages à la tension d'un niveau de tension supérieur pour garantir la maîtrise de la tension au bout pour tous les usagers raccordés sur le réseau. Débats sur lesquels nous avons, donc sur les aspects techniques, quand même quelques petits sujets. Bon, en mars 2011, sauf erreur, il y a eu une modification des arrêtés techniques qui ont conduit très simplement pour nous à une augmentation plus que significative des coûts de raccordement en basse tension. Donc les règles électrotechniques n'ont pas fondamentalement évolué entre janvier 2011 et juin 2011. Donc effectivement, on a quand même des sujets, et je pense que le réseau est effectivement un point fondamental. Je voulais juste rappeler qu'en Allemagne, ils gèrent 3-4 fois plus d'installations, plutôt 4 fois plus d'installations que RDF, population pas tout à fait comparable, répartition. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Allemagne de particulier comme méthode clé à expliquer à l'ERDF à ce moment-là? Je pense que fondamentalement, l'approche producteur décentralisée n'est pas la même en France et en Allemagne. Donc voilà. Très concrètement, le réseau est beaucoup plus ouvert en Allemagne. Alors on va m'opposer densité. Ça veut dire quoi? Vous avez accès directement au raccordement, temps de raccordement plus court, pour densité de population peut-être plus élevée qui fait que les réseaux sont construits différemment, mais quand même facilité de raccordement avec des règles techniques un petit peu différentes. Sur l'outre-mer, vous voulez gagner du temps, moi j'ai un sujet intéressant. Depuis 5 ans, on se bat en outre-mer pour introduire du stockage batterie, en éolien par exemple, 3 ans sur une procédure d'appel d'offres qui n'a aujourd'hui encore rien donné. Donc on a du mal à faire avancer le système. On parlait de simplification tout à l'heure, c'est extrêmement important. Alors pourquoi on essaye de faire avancer l'outre-mer? Parce que sur les coûts, augmentation de la CSPE en outre-mer, 400% en 10 ans. Augmentation de la consommation, 30%. Bon, on comprendra bien cet écart. Impact du photovoltaïque, 5% sur ces 10 années. Le coût de production en outre-mer, il est coût complet de l'ordre de 250 à 300 euros le mégawattheure. Est-ce que c'est pas lié en outre-mer à ce que les fameux blocages des 30% est virtuellement atteint? Est-ce qu'il y a ça? Oui, mais alors, c'est virtuellement atteint ou physiquement atteint, mais est-ce qu'on doit s'arrêter là? Est-ce que, quelle est cette réalité? Comment faut-il la gérer?
on appelle de nos voeux des installations de stockage, très peu ont encore été réalisées. Aujourd'hui, on sait les faire, on n'arrive pas à avancer d'un point de vue administratif, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue montage financier. Monsieur Vincent. Je crois que dans le débat qui va s'engager avec la Creux notamment sur la réforme de ce système pour arriver vers l'autoconsommation, il va falloir également revoir le mode de calcul de la CSPE. Parce qu'effectivement, la CSPE, comme l'a souligné M. de la Doucette tout à l'heure, est fondée sur le prix de gros, qui est un prix qui évolue aujourd'hui plutôt à la baisse, qui donc accroît la charge, mais de façon totalement artificielle, dès lors qu'on ne parle pas d'installations raccordées, je dirais, au réseau de transport, mais simplement aux réseaux locaux, dans lesquels il n'y a par définition plus l'ensemble des coûts d'acheminement, et donc il y a simplement des coûts locaux à prendre en compte. Donc là, il y a une économie complète à revoir, une économie du système, et donc une réforme de la CSPE pour différencier complètement les modes de consommation locaux ou non locaux. Merci beaucoup. C'est ce que nous demandons. Merci. Donc aussi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Peut-être pour terminer cette première table ronde, Monsieur Luc de Maria, je vous ai donné un petit peu moins de temps tout à l'heure. Comment vous réagissez à tout ce qui s'est dit? Je crois que... Quelles seraient vos préconisations pour essayer, je dirais, de faire une synthèse sur ce qui a été dit avec des propos parfois qui sont contradictoires? Je crois que ces petits frottements qu'on peut observer, en fait, ces discussions sont caractéristiques d'une période de mutation. Effectivement, on est en ce moment même en train de vivre ce qu'on annonçait depuis... Une mutation très forte, très accélérée, très une mutation du système électrique qui s'accélère finalement et qui, comme on peut le voir dans d'autres pays, dans des pays voisins, comme l'Allemagne, effectivement, apporte des transformations importantes et nécessite une réactivité. Alors il y a une volonté, je crois un consensus en Allemagne très fort qui fait que justement les choses vont plus vite, qu'il y a une acceptation aussi du partage de la charge. Il y a une prise en compte au niveau de la réglementation aussi, des simplifications qui ont été beaucoup plus rapides et beaucoup plus fortes. Vous me posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, même si on a déjà fait des choses, comme rappelait mon voisin. Qu'est-ce qui vous semblerait, deux ou trois éléments qui vous sembleraient dans l'ordre prioritaire? Eh bien, par exemple, on rappelle constamment que le prix en France du résidentiel photovoltaïque est très élevé. Alors, parce qu'il intègre effectivement la question de l'intégration bâtie. Alors, c'est un sujet qui peut fâcher parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à développer des produits pour l'intégrer bâti, mais on pourrait développer l'intégré bâti sur la base de la norme, par exemple, sur la base du bâtiment énergie positive, pour des bâtiments neufs et pour des grandes rénovations, et réserver des tarifs d'achat, par exemple, c'est des idées uniquement pour du surimposer, comme on le fait en Allemagne, ce qui évidemment contribue à rapprocher la compétitivité sur ce segment. Merci, là vous nous mettez tout de suite dans la table ronde numéro 2 qui va aborder cette question du bâtiment, du territoire. Monsieur le vice-président du CER, un dernier petit mot pour terminer cette table ronde. Si l'un d'entre vous a quelque chose à dire pour terminer. En guise de conclusion, je crois qu'effectivement nous arrivons à un moment assez crucial, à une croisée des chemins. Nous avons des perspectives d'intégrer maintenant le photovoltaïque dans le mix énergétique français. Jusqu'à présent, c'était une énergie qui était un peu marginale et qui le reste encore en termes de contribution à la production locale, globale, pardon. Il faut maintenant l'intégrer pour assurer un développement qui est véritablement dans l'intérêt de tous, car la baisse des coûts n'est pas terminée et elle va donc se traduire par des avantages pour tout le monde, pour le consommateur, pour les pouvoirs publics, pour les régions, enfin pour l'ensemble des acteurs de la chaîne énergétique. Je crois que véritablement c'est une vraie mobilisation sur ce thème qu'il faut maintenant commencer. Merci beaucoup, messieurs, à chacun d'entre vous de vous être pliés comme ça au jeu des questions et des réponses, d'avoir bien voulu abandonner le PowerPoint qui permet certainement quelque chose de plus direct, de plus interactif et peut-être de mettre dans notre corbeille collective portée par le CER, je dirais, de nouvelles propositions. Donc nous allons aborder la deuxième table ronde. Donc j'ai l'honneur d'appeler Bruno Léchevin, Jean Damian, Pierre Mas, Christian Grelier, Inès Depré, Jean-François Rousseau. J'excuse